Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Benoît, tu es anthropologue au CNRS, tu es spécialiste du Pacifique et tout spécialement de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki. Tu viens d'ailleurs de sortir un essai aux éditions Anacarsis. Ça s'appelle Décoloniser la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Si je t'ai invité, c'est donc pour parler de cet endroit de la France, de cet endroit du monde, parce que ça fait un an qu'il y a eu de violentes émeutes. Ça avait commencé le 13 mai 2024. Il y avait eu plus d'une dizaine de morts, dont 2 gendarmes. Beaucoup de bâtiments avaient été détruits. Ces émeutes avaient suivi la manifestation d'indépendantistes qui contestaient la réforme qui visait à élargir le corps électoral, qui était une réforme qui était voulue par Emmanuel Macron. Un an après, où est-ce qu'on en est ? Un an après, le pays est toujours vraiment exsangue de cette séquence violente, de ces destructions, de ces morts. L'économie est complètement à plat. On estime que le pays a reculé, a fait un bond en arrière de 15 points de PIB en un an. Il y a quasiment 12 000 emplois qui ont disparu, c'est-à-dire à peu près 1 sur 5. Donc il y a des masses de gens qui sont au chômage, des problèmes de subsistance, des problèmes de logement, des problèmes d'alimentation. Ça touche très fortement les classes populaires qui sont massivement kanak et océaniennes là-bas. Et puis donc la situation économique terrible, et puis la situation politique est toujours complètement bloquée. Manuel Valls ces derniers mois avait essayé de renouer les fils du dialogue, mais finalement ça a fait pchit il y a une semaine. Et dans ce contexte-là, la haine, la peur, le racisme ont beaucoup ressurgi et donc on est face à une société plus clivée que jamais. Le clivage, il se fait beaucoup autour de 2 pôles, les indépendantistes dont je parlais tout à l'heure et les loyalistes. Si on commence par les indépendantistes, quelles sont exactement leurs revendications ? Je parlais des manifestations il y a un an, ils avaient des revendications. Est-ce que ce sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Oui, fondamentalement, le mouvement indépendantiste, il est porté en Nouvelle-Calédonie par la grande majorité de la population kanak, qui est la population autochtone. Hein. C'est cette île du Pacifique qui a été nommée Nouvelle-Calédonie par les Européens, mais que les locaux appellent Kanaki également. C'est une île où il y avait un peuple autochtone présent depuis 3000 ans, bien avant l'arrivée des Européens, qui s'identifient aujourd'hui comme Kanak, qui ont été colonisés et qui ont été soumis à une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que ils ont vu arriver des vagues et des vagues de migrants français, bagnards, colons, etc. et autres, qui les a placés en minorité démographique, donc ils représentent 40% de la population aujourd'hui. Et dès lors, en fait, ils revendiquent et ils exigent depuis une 50aine d'années explicitement une décolonisation par l'indépendance. Mais cette décolonisation par l'indépendance, du coup, la question se pose, c'est qui peut voter sur ce référendum d'autodétermination si on en organise un ? Et les Kanaks, au départ, disaient, il n'y a que nous, en tant que peuple colonisé, qui avons le droit à l'autodétermination au nom du droit international, tandis que l'État français répondait pas du tout. Ici, c'est la République française, un homme égale une voix, donc tous les citoyens français qui habitent là peuvent voter. Mais si on fait ça, du coup, les Kanaks, étant devenus minoritaires par la colonisation, sont aussi minoritaires dans les urnes. Donc c'est pour ça que l'application de la logique républicaine sur une situation de colonisation de peuplement ne fait que l'entériner, que la valider. D'où le fait que pour trouver une issue à cette opposition mortifère, puisqu'il y avait eu déjà une séquence guerrière dans les années 80, dans les compromis politiques sur le processus de décolonisation progressive qui a été créé, on a décidé de restreindre le corps électoral pour dire finalement, les Kanaks, d'une part, eux, ils acceptent de partager leur droit à l'autodétermination, donc ils disent très bien, aux gens qui sont là depuis très longtemps, depuis des générations, qui sont enracinés dans le pays, on partage notre droit à l'autodétermination et ensemble on forme une nouvelle communauté citoyenne locale, en voie d'émancipation, c'est ça les accords. Mais ça ne fonctionne que si, effectivement, on restreint, c'est-à-dire que les Français arrivés récemment dans le pays, les hexagonaux, ne font pas partie de cette histoire et donc ne peuvent pas voter. Donc tout l'enjeu, c'est que finalement ce gel du corps électoral, c'est un outil de décolonisation
qui a été conçu dans l'accord de Nouméa, et donc vouloir le dégeler, l'ouvrir aux Français arrivés récemment, eh ben, ça pose un certain nombre de questions pour les indépendantistes. Du coup, c'est autour de ça qu'il y a eu une très forte tension, parce que le gel du corps électoral est un outil de la décolonisation. J'ai deux questions. La première, c'est ce qui a été demandé par les indépendantistes, c'est l'indépendance totale de la France. C'est le fait que la Kanaki devienne un pays à part entière. Point d'interrogation, ça c'est ma première question. La deuxième, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans la mesure où je regardais l'indice de développement en Kanaki, si on compare avec l'Océanie insulaire, et un des plus, il était largement au-dessus, il a été sapé par les émeutes et ce qui s'en est suivi, la situation que tu as décrite économique tout à l'heure en Kanaki. Et donc, il se retrouve dans une dépendance très forte de la République et des subsides, des subventions, etc. pour reconstruire, entre guillemets, la Kanaki. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau-là auquel font face les indépendantistes? Bon, alors, donc, il y a deux questions qui sont toutes les deux complexes. La première, c'est qu'au départ, dans les années 70-80, la revendication d'indépendance kanak, elle était inspirée du modèle classique des années 50-60, donc c'était l'idée d'une indépendance pleine et entière vis-à-vis de la France, une indépendance de rupture en quelque sorte. Mais puisque cette solution n'était acceptée ni par l'État, ni par les populations non kanak, qu'on dit loyalistes locales, contre l'indépendance, du coup, dans les discussions, dans les accords de paix qui ont ramené la paix et qui ont organisé un nouveau processus de décolonisation, accord de Matignon en 88, puis accord de Nouméa en 98, il y a eu l'idée que peut-être la revendication de décolonisation et de recouvrement de souveraineté pouvait passer par d'autres formes institutionnelles que simplement l'indépendance sèche. Et donc peu à peu a émergé l'idée, et c'était déjà dit par Jean-Marie Tjibaou, le leader des indépendantistes dans les années 80, il disait pour un tout petit pays comme le nôtre, l'indépendance c'est de bien négocier ses interdépendances. C'est-à-dire que très rapidement, les Kanaks ont abandonné l'idée d'une indépendance autarcique en quelque sorte, et a émergé cette idée que puisque la France et la Kanaki-Nouvelle-Calédonie ont des destins liés historiquement, eh bien peut-être que l'objectif c'était que la Kanaki redevienne pleinement souveraine, mais après qu'elle puisse décider librement d'établir un partenariat de longue durée avec la France, quitte à lui confier librement et souverainement, c'est ça l'enjeu, certaines de ses compétences régaliennes. Par exemple, est-ce que demain une Kanaki indépendante a besoin de se constituer une armée? On peut en douter. Qu'en est-il de la question de la justice, etc. Sachant que donc ce modèle institutionnel qu'on appelle les formes d'indépendance association ou d'État associé, qui est un modèle qu'en France on connaît bien avec Monaco par exemple, hein, qui est un État associé à la France, donc qui est reconnu en droit international, mais qui a décidé librement d'établir ce partenariat dans le temps, quoi, sans limite de temps. C'est un modèle qu'on trouve aussi beaucoup dans le Pacifique parce qu'il y a des petits pays qui ont décidé dans leur intérêt de construire ça. Donc c'est vraiment une question de souveraineté, c'est-à-dire de décider pour soi-même de son avenir et de ne pas avoir une tutelle coloniale imposée qui, malgré le fait qu'on n'est plus officiellement dans le statut colonial, en fait est quand même fondée sur cette violence coloniale. Donc ça c'est pour la première question, qui fait qu'il y a du coup un espace de discussion et de compromis possible sur les formes de recouvrement de souveraineté et d'indépendance, éventuellement en partenariat avec la France. Ça c'est la première question. La deuxième question sur les flux financiers et l'émancipation économique, en fait c'est un nœud très important du combat indépendantiste, et de fait à partir de 88 quand il y a eu les accords etc, les indépendantistes se sont pleinement engagés notamment dans le secteur minier et métallurgique, parce qu'il se trouve que la Calédonie est un des pays les plus richement dotés en gisement de nickel, et que le nickel est un métal stratégique, encore plus aujourd'hui avec la transition énergétique, et que donc il y a potentiellement d'immenses richesses dans ce pays, qui, si elles sont bien utilisées, préservées, si ce patrimoine est préservé et rentabilisé et valorisé de façon coordonnée et politique, ce sont des choix politiques, il y a la possibilité d'une émancipation économique véritable. Après, historiquement, cette ressource, elle a été systématiquement pillée pour les intérêts privés, et l'argent issu des richesses calédoniennes n'est jamais rentré dans le pays. Donc tout le pari des indépendantistes, c'est de, en quelque sorte, repenser ce modèle, et c'est pour ça que l'indépendance qu'ils revendiquent, ils disent indépendance kanak et socialiste, c'est de repenser ce modèle pour trouver une issue
En particulier autour du nickel, voilà. Après, il y a un autre élément aussi, c'est qu'à partir des années 70, la France a mis en œuvre précisément un endettement structurel avec les flux financiers venant de l'Hexagone, créant un niveau de vie artificiellement élevé, qui est maximisé par le fait que quand on est fonctionnaire ici, si on va là-bas, le salaire est multiplié par 2, que les pensions de retraite sont multipliées par 2, qu'il y a localement une économie de comptoir aux mains de quelques grandes familles qui fait que certes, le pays est un des plus riches du Pacifique, mais en même temps, les écarts de richesse sont immenses entre les plus riches et les plus pauvres. De ce point de vue, la Calédonie ressemble beaucoup plus au Brésil qu'à la France métropolitaine, par exemple. C'est pour donner une idée. Donc, en gros, il y a un potentiel d'émancipation économique dans ce pays, fondamental. Mais pour ça, il faut détricoter entièrement tous les rouages de cette économie coloniale capitaliste qui, pour le moment, n'a jamais permis au pays de se développer, mais au contraire a enrichi les quelques intérêts privés au détriment du bien public. Vu depuis l'Hexagone, on a souvent tendance à associer indépendantistes et Kanaks. Est-ce que cette égalité, elle est juste? Est-ce que tous les Kanaks sont indépendantistes? Et au sein des indépendantistes, est-ce qu'il y a une unité du camp indépendantiste? Parce que je voyais que, certes, ils avaient fait des très bons scores en 2024, mais depuis, si j'ai bien compris, il y a eu des espèces de scissions, des dynamiques qui n'étaient pas forcément très convergentes à l'intérieur de ce camp, notamment du fait des émeutes et des problèmes économiques dont on a parlé. Alors, la grande majorité de la population kanak vote pour les nombreux partis indépendantistes, plus ou moins rivaux et divisés, qui parfois se rassemblent, parfois s'éloignent. Mais il y a effectivement une minorité stable anti-indépendantiste kanak, de l'ordre de, selon les scrutins, entre 15 et 20% de l'électorat kanak. On sait que le président actuel du gouvernement calédonien, c'est Alcide Ponda, qui est un kanak anti-indépendantiste. Donc, il y a une longue tradition qui existe depuis que le mouvement indépendantiste est né. De même que de l'autre côté, il y a aussi une petite minorité de non-Kanaks qui sont favorables à l'indépendance. Donc c'est un clivage avant tout politique, mais qui n'est pas un clivage stricto sensu ethnique. Alors en général, on simplifie le schéma, mais quand on rentre là-dedans, on voit que c'est différent et c'est d'autant plus intéressant que le projet finalement de cette souveraineté par la citoyenneté, ce partage du droit à l'autodétermination par les Kanaks qu'ils ont fait dès les années 80 et qui se poursuit et qui se traduit par ce gel du corps électoral, c'est aussi une invitation aux non-Kanaks à les rejoindre dans la perspective d'indépendance. C'est-à-dire, le discours depuis 40 ans, c'est « venez avec nous et bâtissons ensemble un pays émancipé où chacun aura sa place ». Ce n'est pas une indépendance kanako-kanak qu'on veut désormais. Et ce discours-là, c'est un discours qui porte de plus en plus, d'une part dans la jeunesse calédonienne, c'est ce qu'on voit quand on étudie les résultats des élections, on voit qu'il y a une montée du vote indépendantiste chez les jeunes non-Kanaks, et puis d'autre part dans les zones notamment rurales, où les gens s'étaient affrontés dans les années 80, mais où désormais ils vivent ensemble et ils organisent le développement de ces zones rurales, etc. Il y a une adhésion croissante, effectivement, de ce qu'on appelle les Caldoches, les descendants des Bagnards, et puis aussi de certains Wallis des Océaniens de l'agglomération de Nouméa, une adhésion croissante au mouvement indépendantiste. Donc au sein même du FLNKS, par exemple, qui est la coalition indépendantiste, il y a, à l'heure actuelle, il y a 2 partis wallisiens qui représentent la minorité qui vient de Wallis et Futuna, qui historiquement étaient très très loyalistes. Il y a 40 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui monte d'une part. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était sur... On en a une avec une. Ah bon, il me semble qu'il y en avait une autre. Ah non, sur le fait qu'ils sont divisés. Est-ce qu'ils sont divisés, voilà. Oui. Et notamment, d'autant plus divisés qu'il y a ces problèmes économiques et cette déstabilisation de la région. Donc, ils sont très divisés, j'allais dire plus que jamais, mais peut-être pas plus que jamais, parce qu'en réalité, le mouvement indépendantiste kanak a toujours été un mouvement pluriel, où il y a en particulier, disons, 2 grosses locomotives, 2 partis importants, l'Union calédonienne d'une part, le Parti de libération kanak, Palika d'autre part, qui n'ont pas les mêmes référentiels politiques, qui n'ont pas la même histoire, pas le même recrutement sociologique, pas les mêmes modèles d'émancipation stricto sensu. Donc ils se sont longtemps réunis, notamment dans les années 80, les années 90, sur l'essentiel, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance. C'est encore le cas là, ils étaient encore tous ensemble au début 2024, opposés, et ils l'ont dit ouvertement, à ce dégel du corps électoral poussé par l'État et les loyalistes. Mais il y a eu néanmoins 2 stratégies entre, d'une part, disons, le Palika et les partis autour de lui qui ont dit même si ce dégel du corps électoral est en notre défaveur, il ne faut pas
quitte la table des négociations. Il faut malgré tout... On a plus à perdre qu'à gagner d'une montée en tension, alors que l'Union calédonienne, l'autre locomotive, a dit cette fois-ci, ça va trop loin, donc on va mobiliser les gens. Et c'est donc l'Union calédonienne qui a créé la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, qui a fait des grandes manifestations massives, festives, familiales pendant les premiers mois de l'année 2024 pour dire stop à cette loi du dégel du corps électoral qu'on perçoit comme un acte de recolonisation. Donc la stratégie de pression, disons, n'a pas été la même, tant et si bien que quand la loi a été votée à Paris, l'UC, la CCAT et les groupes autour de ce pôle indépendantiste a mis en place des points de mobilisation, des sortes de barrages filtrants. Ils ont affiché les couleurs, etc., les drapeaux kanakis. Et c'est là qu'en fait, il y a eu où la situation a échappé à tout le monde, en fait, dans les heurts avec les violences, avec les forces de l'ordre, etc. Et où à partir de la nuit du 13 mai, schématiquement, en fait, il y a eu un embrasement qui n'a pas du tout été... Qui a étonné tout le monde, y compris les gens de la CCAT, parce qu'autour de cette mobilisation politique, il y avait une crise sociale sous-jacente qui demandait qu'à exploser, avec cette jeunesse kanak de Nouméa en particulier déshéritée. Et donc c'est un petit peu ça. Donc à partir de là, vraiment la tension entre ces deux locomotives a été extrême, parce que d'une part, il y avait une condamnation explicite de cette situation et une accusation de l'autre partie d'avoir en gros semer les graines du désordre. Et depuis lors, il y a beaucoup de tensions. Maintenant, on l'a vu lors des discussions avec Manuel Valls, néanmoins, ils se rassemblent, là encore, autour de l'essentiel, qui est la revendication d'indépendance kanak. Donc c'est un mouvement qui est de toute façon toujours un peu divisé, fluctuant. Aujourd'hui, ils sont à des pôles assez éloignés, mais il n'est pas du tout exclu qu'ils se rapprochent dans l'avenir, etc. Tu viens de rapprocher la question identitaire, on va dire, pour le dire très vite, et la question sociale, en parlant de ces jeunes Kanaks qui avaient participé à ces émeutes de la nuit du 13 mai. Est-ce que les modèles en fait qui sont portés par les différents partis indépendantistes sont des modèles alternatifs aux modèles par exemple qui peuvent être portés par les partis loyalistes dans le sens de on va faire les choses différemment avec notre terre, on va organiser notre société différemment concernant les hiérarchies sociales, les rapports de classe, etc. Où c'est pas des questions qu'ils se posent, qu'ils et elles se posent et ils sont plutôt sur l'identité et la fierté kanak. Alors, disons que il y a des projets de société alternatifs qui se discutent au sein du mouvement indépendantiste kanak depuis une quarantaine d'années, en particulier avec cette idée que le pays a besoin de s'émanciper, d'une part, qu'il faut trouver un modèle de développement qui permette à la fois de répondre aux besoins quotidiens, mais aussi qui permettent aux formes de l'identité kanak dans toute sa diversité de se maintenir et de s'épanouir. Tibaou disait il faut qu'on préserve cet art de vivre kanak, même si c'est pas un art de vivre occidental, mais nous, on veut préserver ça. Donc ça c'est un élément important. Et puis, l'accord de Nouméa déjà disait que le projet du pays, c'était une citoyenneté dans un destin commun. Donc, en gros, pour le dire vite, le modèle un peu nation arc-en-ciel Afrique du Sud. Bon, le point décisif, c'est que ce projet, il a été porté dans les provinces où les indépendantistes ont le pouvoir. Parce qu'en fait, un des ressorts qui a ramené la paix à partir de 88 et des accords de Matignon signés sous l'égide de Rocard, c'était de diviser le pays en 3 provinces. Et on savait avec le découpage que la province Nord et la province Île, Loyauté, seraient des provinces dirigées, gérées par les Kanaks. Et c'est là vraiment que dans ces provinces, il y a eu un peu, ça a été le laboratoire de cette décolonisation en actes, inclusive, etc. Le revers de la médaille, c'est que la province Sud, où se trouve l'agglomération de Nouméa, elle est restée aux mains des loyalistes, et c'est devenu depuis 40 ans un vrai fief loyaliste qui a finalement développé à bien des égards une espèce de politique de citadelle assiégée. Et Nouméa en particulier est restée une ville très coloniale avec des quartiers très ségrégés, des quartiers blancs et riches, etc. où on peut penser qu'on n'est pas sur une terre kanak. Et c'est à peu près le seul endroit en Calédonie où on peut envisager que finalement on voit très peu de kanaks et quand il y a des kanaks, ils rasent les murs en fait. Or, en parallèle de ça, la population kanak à Nouméa, elle est montée, elle a augmenté au fil des accords. Ce qui fait que Nouméa est devenu le point de cristallisation des inégalités, des tensions, des discriminations. C'est mesuré statistiquement, donc il y a vraiment d'immenses écarts à quelques kilomètres près. Et c'est ça qui explique finalement que
d'une certaine façon, le projet de décolonisation, il a été mis en œuvre assez largement dans les zones rurales, mais il est resté aux portes de Nouméa. C'est pour ça que c'est à Nouméa que ça a explosé, et c'est important de souligner que Nouméa a explosé alors même que tout le reste du pays n'a pas explosé. Et que dans les zones rurales en particulier, où il y a des Caldoches, des Kanaks, des Wallisiens, etc., là les gens sont restés ensemble. Ils ont même fait des cérémonies de fraternisation interethnique sur les barrages pour dire nous, on continue de préserver ce destin commun, cette citoyenneté à laquelle on tient. Donc vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'à la faveur des accords, c'est Nouméa qui est devenu le point principal de crispation sociale, raciale, etc., coloniale, et c'est là où ça a explosé. Lorsqu'on entend les loyalistes prendre la parole publiquement, notamment dans les médias, on est choqué par, bon, évidemment, l'aspect colonial de leur discours, mais même, et c'est même souvent lié, le racisme qui émane de beaucoup de leurs mots. Qu'est-ce qui fonde, en un sens, l'appartenance des loyalistes à la République française? C'est une question un peu bizarre, mais vraiment, quand je les écoute, je me dis, c'est à la limite de ce qui est acceptable légalement, ce qu'ils racontent des Kanaks. Donc, au fond, qu'est-ce qui les rattache, si ce n'est leur blanchité, qu'est-ce qui les rattache à la République française et à la mission émancipatrice de cette institution qui maintenant a 200 ans? Il y a une forme de paradoxe, en fait, c'est la République aux colonies. La Nouvelle-Calédonie, c'est la République aux colonies, et donc les loyalistes les plus radicaux, parce qu'il faut vraiment, je pense, fondamentalement distinguer au sein de la population non kanak, en fait, c'est très composite, très diversifié, et il y a plein de gens, plein de Caldoches, Wallisiens, etc., qui peuvent être de tradition non indépendantiste, mais qui ont compris, en fait, au fil de ces 30 années d'accord, qui ont compris le sens de leurs revendications kanak, qui ont compris qu'il y avait une place et qu'ils avaient un rôle à jouer dans cette émancipation partagée, et qui ont compris que les Kanaks, depuis 40 ans, étaient dans une politique de la main tendue. Donc ceux qu'on entend en France, pas de bol, en général, c'est les plus à droite, avec des tendances réactionnaires et révisionnistes très affichées, donc très proches de l'extrême droite. Et en fait, leur défense de la République et de l'appartenance de la Calédonie dans la France, c'est très largement la défense des privilèges, en fait, et des privilèges coloniaux, c'est-à-dire de cette économie de comptoir, d'un système où on est entre nous, mais alors on est très très loin de liberté, égalité, fraternité dans la pratique, et ça c'est attesté, et dans les inégalités. Puisqu'en fait, en Calédonie, c'est le seul territoire de la République où on peut faire des statistiques ethniques. Donc on peut mesurer très précisément le degré d'inégalité. Et on voit que, par exemple, les Kanaks qui représentent 40% de la population, mais par contre 70% des gens sous le seuil de pauvreté, que les écarts de diplôme, de revenus, de travail sont immenses, qu'il y a des discriminations systémiques à l'emploi, au logement, dans les boîtes de nuit, etc. etc. Donc en fait, l'image là-bas est très éloignée des principes de la République française en tant que telle. C'est beaucoup plus une société coloniale, et c'est tout le paradoxe de cette République qui a été une République coloniale partout ailleurs. Mais Nouméa, de ce point de vue-là, est une survivance. D'ailleurs, les indépendantistes disent aussi et répètent qu'eux, ils n'ont pas de problème avec le peuple français, qu'ils ont un problème avec l'État français qui les a colonisés, mais qu'en fait, si l'État respectait sa parole, en un sens, et respectait ses engagements de liberté, égalité, fraternité, une Calédonie souveraine pourrait cheminer aux côtés de la France. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est important, mais l'autre point important, c'est que vraiment il y a aussi toute une partie de la population qui ne tient pas ces discours. Et on saura précisément aux prochaines élections provinciales dans quelques mois si ce discours intransigeant des loyalistes extrêmement radical, comme tu le dis, à la limite de la légalité, parce qu'à la limite du racisme qui est un délit et pas une opinion, si ils ont toujours le soutien des non-Kanaks, ou bien s'ils sont en perte de vitesse. Il y a un certain nombre d'indices qui suggèrent qu'ils sont en perte de vitesse. Donc on va voir, mais on est dans des modèles de radicalisation qui ne sont pas sans rappeler celle de l'Algérie française, par exemple, etc. Donc c'est vraiment le contentieux colonial qui pèse très fort, et qui fait que derrière le fait de se cacher dans les plis du bleu-blanc-rouge, c'est avant tout la défense de privilèges coloniaux. J'ai une dernière question, Benoît.
Tu as parlé de le problème des Kanaks avec l'État français et pas forcément avec le peuple français. Pourquoi l'État français s'accroche autant à ce que, en d'autres temps, il appelait le caillou? Qu'est-ce qui fonde cette volonté de absolument à tout prix, et même du coup au prix de violences coloniales, fait que l'État français veut que la Nouvelle-Calédonie reste française? Actuellement, et depuis que Emmanuel Macron est président de la République, il y a un élément massif, c'est le développement de cette fameuse stratégie Indo-Pacifique qui a été portée par le président Macron dès qu'il est arrivé au pouvoir, qui est l'idée que le nouveau centre du monde géostratégique, c'est le Pacifique, lieu de confrontation entre les États-Unis et la Chine, et que pour l'intérêt et la grandeur de la France, on doit être un acteur central de cette zone-là. Donc du coup, il y a eu un nouvel intérêt pour ce pays du bout du monde qui jusqu'alors, effectivement, dans les années 90 et au début du XXIe siècle, n'intéressait pas grand monde ici. Mais l'intérêt croissant des autorités françaises pour la stratégie Indo-Pacifique, en lien avec les bouleversements géostratégiques, en lien aussi avec le fait que peut-être que la France-Afrique, c'est plus ce que c'était, d'une certaine façon, que donc il y a un repositionnement, fait que manifestement, il y a un intérêt très fort autour de la Calédonie. Néanmoins, évidemment, la France aurait pu développer sa stratégie Indo-Pacifique avec une logique de soft power, en disant on continue d'accompagner le processus de décolonisation jusqu'à son terme et on fait ce fameux partenariat. Mais il y a eu un réflexe très nettement conservateur, en fait, et finalement impérialiste, consistant à se dire la Calédonie doit servir aux intérêts de la France. Mais ça, c'est la logique même de l'impérialisme. Et non pas la Calédonie doit penser à ses propres intérêts. Donc c'est là où il y a eu un décrochage. Ça va de pair aussi avec le fait que la France est la deuxième puissance maritime du monde grâce à ses outre-mer en général et la Calédonie en particulier. Donc il y a les ressources marines et sous-marines de la zone économique exclusive. Et enfin, évidemment, cette question du nickel dont on a parlé, qui fait que le nickel étant devenu un minerai stratégique dans la transition énergétique, eh bien, l'usage de ce minerai calédonien dans les stratégies de réindustrialisation verte de la France, c'est un élément central. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, l'État a trouvé de nouvelles raisons d'investir et de se dire qu'il était important de garder le bleu, blanc, rouge. Et ça a favorisé ce qu'on a vraiment vu, et ce qui a été très frappant, c'est l'alliance entre l'État macroniste, disons, et les loyalistes locaux, parce qu'il y a une convergence d'intérêts entre les gens voulant absolument, comme j'ai dit, garder leurs privilèges coloniaux avec le bleu, blanc, rouge, et l'État français se disant que désormais il y avait une nouvelle stratégie diplomatique à mener dans le Pacifique, dans une forme de refoulé impérialiste qui s'ignore, mais qui est toujours aussi prégnant, manifestement, au sommet de l'État. Juste une toute dernière question, tu vois une issue pacifique, c'est le cas de dire, au problème que vit la Nouvelle-Calédonie? Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, disait c'est l'accord ou le chaos, il n'y a pas d'accord, du coup ça va être le chaos? Maintenant, l'heure de vérité, ça va être ces élections provinciales qui ont lieu dans quelques mois, parce que je pense qu'à bien des égards, ça va être le moment où ça va être les électeurs calédoniens, ces citoyens calédoniens qui vont prendre la parole et qui vont dire d'une certaine façon, qui vont montrer s'ils soutiennent la position intransigeante des loyalistes qui ont refusé la perspective d'accord que portait Valls et qui était soutenue par tous les indépendantistes, mais aussi des partis centristes et non indépendantistes modérés. Donc c'est vraiment la frange radicale qui a refusé. On va voir si les électeurs soutiennent ça ou au contraire ils soutiennent ceux qui ont tenu un accord. Si jamais il y a un très fort soutien, un renouveau du personnel politique avec l'ensemble de ces forces qui étaient favorables à cet accord finalement que proposait Valls, qu'il appelait souveraineté dans la France, donc une forme à certains égards d'indépendance association, qui reste une voie médiane qui semble la plus probable comme un compromis, si ces partis-là sont portés au pouvoir, peut-être qu'il y aura la possibilité d'une ouverture. En revanche, si les loyalistes sont renforcés par les urnes, on risque d'aller effectivement de perpétuer cette logique de confrontation binaire et qui sera peut-être mortifère et terrible pour le caillou. Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi.